Oui, pour parler vite, ça fait plus de 16 ans que je m'intéresse à Molière et de près, et à l'œuvre bien sûr, et petit à petit j'ai commencé à m'intéresser à l'homme, parce que Molière est d'abord pour moi l'auteur du Misanthrope, et qui est l'une des plus belles pièces, je pense, de tout le théâtre français, et en même temps il y a des hypothèses qui ne sont pas, à mon avis, tout à fait farfelues, comme quoi Célimène, c'est un peu Armande, la femme de Molière. Et donc, comme je me suis intéressé à l'œuvre et puis à l'homme, et comme on dit généralement, je voulais comprendre l'homme, chercher la femme, et j'en ai trouvé deux pour Molière. D'abord, c'est Madeleine, parce que Molière est le fils du valet tapissier du roi, charge qu'il va hériter, et une fois qu'on a cette charge, on a la paix pour toute sa vie, quoi. Sauf si on fait des conneries, mais sinon, voilà, c'est une sinécure. Et il abandonne ça pour le théâtre, et en fait, pas parce qu'il aime le théâtre, moi aussi j'aime beaucoup le théâtre, je suis pas devenu acteur, encore moins metteur en scène, mais il rencontre une femme exceptionnelle qui est Madeleine Béjart, et cette femme va véritablement, c'est elle qui va entraîner Molière au théâtre, parce que c'est une actrice déjà connue, tragédienne, elle a 4 ans de plus que lui, et lui tombe amoureux d'elle. Elle, je ne suis pas sûr, parce qu'elle est la maîtresse du comte de Modène, qui est un personnage comme on en trouve chez Alexandre Dumas, alors que Jean-Baptiste Poquelin, à l'époque, est un tout jeune homme, mais elle se rend compte qu'il y a quelque chose en lui, ça c'est clair, et ensemble, ils vont monter l'illustre théâtre, et puis ils vont travailler. Et il se trouve que la fille de Madeleine, c'est Armande. Et Armande a très mauvaise réputation chez les moliéristes, et depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on l'accuse d'avoir rendu Molière malheureux à force d'infidélité. Mais tout ça n'est absolument pas avéré. Et comme je vous disais, moi, j'ai lu, relu, je sais pas combien de dizaines de fois le Misanthrope, et je me suis dit, si elle a inspiré le Misanthrope, ça ne peut pas être quelqu'un de tout à fait désagréable. Et donc, je me suis véritablement intéressé à elle, et pour une raison très simple, c'est la femme. C'est une femme qui se sent illégitime. Pourquoi ? Parce qu'elle est la fille d'une femme super légitime, puisque c'est grâce à elle que Jean-Baptiste Poquelin va devenir Molière. Et c'est la seule qui peut choisir ses rôles au théâtre. Sinon, c'est Molière qui le distribue. Et donc, l'autre, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a sa jeunesse pour elle. Et elle devra beaucoup se battre pour être reconnue, parce que dans le théâtre, on ne se fait pas nécessairement des facilités. Il y a ce mot de Dusan, qui était une grande sociétaire de la Comédie Française dans l'entre-deux-guerres, un journaliste qui lui disait, mais au fond, la Comédie Française, c'est une grande famille, non ? Elle a dit oui. Enfin, je dirais une grande famille du style des Atrides. Donc ça vous donne tout, quoi. Et donc cette femme, j'ai essayé de comprendre, et je l'ai située à la fin de sa vie. Molière est mort depuis 26 ans, et elle fait le point sur ce qu'elle a vécu. Et elle a envie elle écrit donc tous les soirs. Alors ça, c'est un livre que vous allez publier bientôt. Oui, c'est-à-dire non, il est sorti. Il est sorti. Ah, mais il est pas là. Sorti quelques mois avant. Celui-là, mais il n'est pas présenté ici. Je vais faire le lien maintenant pour ça. Et donc ça m'avait intéressé, et c'est donc un journal, bien sûr apocryphe, où elle raconte à Molière. Alors pourquoi elle raconte à Molière ? Parce que c'est très difficile dans la solitude de tenir un journal, et on en a la meilleure preuve dans l'histoire, c'est le journal d'Anne Frank. Anne Frank s'adresse à Kitty. Kitty n'existe pas. Et elle lui écrit tous les soirs, chère Kitty, etc. Et donc elle fait la même chose avec Molière pour essayer, en gros, qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie ? Qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie ? Est-ce que c'est un homme que j'ai compris ? Et puis elle raconte tout. Elle raconte aussi son libertinage, les tromperies, et ce qu'elle a fait de sa vie. Et donc, une fois que j'étais bien entré dans ce roman, je me suis dit, mais au fond, sa femme c'est formidable, mais enfin lui c'est pas mal. Et donc je me suis dit, je vais proposer à Bouquin. Bouquin avait republié l'œuvre complète de La Fontaine que j'avais faite, qui avait une particularité, c'est qu'on avait les sources, pas l'indication des sources, mais les sources mêmes. Donc quand vous avez, il part d'un conte de Boccace, vous avez le conte de Boccace, et puis en face vous avez ce qu'il a fait, avec des choses qui sont plus du tout connues, comme Verdizzotti ou Pilpay, enfin qui ne sont pas connues du grand public. Et donc je trouvais que c'était intéressant, c'est un peu le laboratoire. On voit
d'où il part et ce qu'il a pu en faire. Et donc, ça a été repris par bouquin, donc j'étais très content. Et puis, et du coup, donc, l'idée de faire le Molière, elle est beaucoup plus gros que ce qui était prévu, parce que mes commentaires, j'ai pas pu m'arrêter. Il y a, ne le dites pas à Jean-Luc Barré, le directeur, il y a plus de 1 250 000 signes quoi, de commentaires entre les préfaces, notices, etc. Avec une spécialité, j'ai pas voulu faire quelque chose d'académique, mais c'est-à-dire c'est un feuilleton. Parce que l'œuvre de Molière est, à mon sens, et je crois que je ne me trompe pas, la seule œuvre française dans laquelle chaque pièce a une histoire. C'est-à-dire que on a les premières de Molière sont toutes soit des scandales, Les Précieuses ridicules, L'École des femmes, Don Juan, Tartuffe, etc. Soit des fêtes extraordinaires, des fêtes vraiment. C'est Molière qui invente Broadway, hein. C'est-à-dire c'est véritablement le début de la comédie musicale. Il invente ça avec la collaboration de Lully, il faut le rappeler. Mais c'était, pardon. Dans Le Bourgeois gentilhomme, vous disiez. Dans Le Bourgeois gentilhomme, mais plein, il y en a une dizaine. Donc c'est quelque chose qu'on connaît plus du tout, parce que les grands spectacles comme Psyché, comme La Princesse des Lides ne sont plus, parce que c'est des spectacles vraiment hollywoodiens, quoi. À un moment donné, il y a 300 personnes, pas sur la scène, dans les cintres. Je veux dire, on n'imagine même plus. Et donc, je me suis dit, raconter l'histoire, vraiment à suivre. C'est-à-dire, on voit comment, petit à petit, avec des pièces qui sont un peu élémentaires, comment il arrive, et la réception, c'est-à-dire les scandales. Parce qu'en fait, Molière n'est pas du tout une victime. C'est lui qui attaque. C'est lui qui attaque les précieuses qui lui ont rien fait. C'est lui qui attaque les médecins. C'est lui qui attaque les dévots. Et c'est formidable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un. En plus, c'est un Forban sympathique. Mais si je vous pose la question, le langage des précieuses, vous avez l'impression que, évidemment, voiturez-nous les commodités de la conversation, apportez-nous le conseiller des grâces. C'est les précieuses qui parlent comme ça. Pas du tout. Précieuse parlait normalement de manière un peu affectée, mais pas du tout comme ça. Tout ça, c'est Molière qui invente. Et d'ailleurs, c'est un paradoxe formidable, parce que le mouvement des Précieuses a été important, mais très court. Et dans l'histoire littéraire, elle n'aurait pas laissé un grand souvenir. Et c'est grâce à Molière que tout le monde les connaît, et c'est à cause de Molière qu'on les croit toujours ridicules, alors qu'elles ont été... Et je veux dire, mademoiselle de Scudéry, madame de Rambouillet, n'étaient vraiment pas des sottes, quoi. C'est vraiment important dans la littérature. Et Molière est précieux quand il écrit Psyché, par exemple, et d'autres pièces. C'est vraiment une pièce précieuse, quoi. Donc, voilà. Donc, il a été très injuste. Mais donc, l'idée de raconter l'histoire. Oui, on va dire. Et là, je vous donnerai tout à l'heure, parce que je vais quand même laisser la parole, une histoire anecdotique qui montre à quel point c'est intéressant. Alors, voilà. Vous avez dit un mot sur la collection du livre, parce qu'il n'y a pas de livre de cette taille sans bonne collection. Vous aussi, on peut dire un mot sur la collection assez spéciale Fugue, qui vous a permis d'écrire cette biographie et qui est consacrée aux grands musiciens. Oui, enfin, en fait, c'est un nouvel éditeur, Fugue, et c'est l'éditrice qui est partie de chez Buchet-Chastel, avec laquelle j'avais écrit mon premier livre sur Martha Argerich. Et je trouvais ça joli, puisqu'elle partait, cette éditrice, de chez Buchet-Chastel, qui est une grosse maison, pour créer, dans le contexte un peu compliqué d'aujourd'hui, difficile économiquement, socialement, pour créer une nouvelle maison d'édition. Alors j'ai trouvé beau que le meilleur ami de Martha Argerich, qui venait juste de mourir, et comme je voulais écrire sa biographie, je trouvais ça joli qu'il soit le premier de cette nouvelle collection qui est sur la musique, mais pas seulement. Il y a des romans, d'autres choses. Alors, Monsieur Bellamy, vous êtes connu pour votre émission sur Radio Classique, et bien sûr votre passion classique. Et qui n'existe plus. Qui n'existe plus, oui. Mais on continue à me dire, et ça me fait très plaisir. Ah, je vous écoute tous les soirs. Ah ben, écoutez, mais je vais vous dire quelque chose, une anecdote. Mais Jacques Chancel, que je connaissais, me disait la même chose. Oui, il y a des podcasts. Vous connaissez sans doute encore un journaliste qui s'appelle Jean-Claude Bourré, qui est toujours vivant, qui a présenté pendant il est venu à Radio Monte-Carlo où je sévissais, et 20 ans après, les gens le rencontraient dans la rue et disaient « J'aime beaucoup ce que vous faites sur
On est peu de choses. Alors, mais c'est gentil, c'est gentil. Il faut le prendre comme une marque d'amitié, enfin de gentillesse. Et puis on ne doit pas vieillir, hein. Voilà, exactement. Non, mais alors, oui, je vous en prie. Je peux dire quelque chose. Je me souviens que j'ai passé pour mon livre qui est un dialogue entre Boutros Ghali et Shimon Peres. J'étais passé avec les deux évidemment. On l'a présenté ce livre. Et le lendemain, il y a une voisine qui me dit je vous ai vu, je vous ai dit formidable. C'était formidable, vraiment formidable. Et ah oui, c'est bon. Allez-y. Elle me dit vous étiez formidable. Vraiment, ça m'a beaucoup intéressé. C'était sur quoi encore? Alors, juste, on évoquait certains sujets. Et vous, ce qui vous a donné envie de lire, c'est justement ce sentiment de ne pas être oublié. Et c'est ce que disait donc le personnage que vous avez écrit, le pianiste Nelson Frère. C'est je veux pas être complètement oublié. Oui. Ah, il faut bien se trouver des raisons dans la vie. C'est celle-là que j'ai attrapée au vol. Au vol, comme il a écrit à son ingénieur du son chez EDK, avec lequel il a fait tous ces derniers disques, presque un disque par an, ce qui est assez considérable compte tenu de leur qualité donc, sur une vingtaine d'années. Et après le confinement, donc, il est resté au Brésil. Nelson Frère, c'était assez abominable, évidemment, pour le monde entier, mais principalement au Brésil. Vous vous souvenez peut-être de ces images terrifiantes de charniers à ciel ouvert, parce que ce dictateur imbécile avait décidé que, d'ailleurs, comme certains de nos scientifiques les plus éminents, sauf que nos scientifiques les plus éminents ont très vite changé leur fusil d'épaule, et certains dictateurs ont continué à croire que ce qu'ils pensaient était plus important, plus vrai que la réalité, que la triste réalité. Donc le Brésil a traversé des moments très 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 difficiles avec beaucoup de morts, et Nelson Frère n'a pas été épargné, puisque beaucoup de ses plus proches amis sont morts. Pas forcément du Covid, mais il y a eu une telle chape de plomb sur ce pays. Et en plus, bon, il est tombé, il a été opéré, ce qui pour un pianiste était terrible, puisqu'il ne recouvrait plus toutes ces sensations. Mais pour en revenir à la question, oui, il a donc envoyé un mail à son directeur artistique chez Decca, qui venait de perdre ses parents, et comme Nelson Frère était très attentif aux autres, il a tout de suite pris de ses nouvelles, et dans leur échange, il a dit voilà, le dernier mot que m'a confié ce directeur artistique, il a dit en anglais, mais je vous fais grâce de mon accent de vache espagnole, qui a dit je ne veux pas que l'on m'oublie. Love, Nelson. Voilà. Risque pas. Love, son œuvre. Amitié, parce que les Américains qui sont du Nord et du Sud sont toujours un peu excessifs, alors que nous, Français, nous avons le sens du mot exact. Amour, c'est quelque chose de... Alors, votre biographie, c'est une biographie, est très détaillée, énormément de détails, vous le suivez de bout en bout, avec ses chutes et quand il s'est relevé. Cet homme a eu une vie extraordinaire, et on peut dire que c'est un enfant prodige. Alors, détaillé, oui et non, parce que je prends ça a l'air détaillé. Certaines fois, c'est très détaillé, d'autres fois, c'est plus impressionniste. On est comme quand on fait un film, hein. On coupe au montage, et tout d'un coup, on devient très précis sur ce qui nous semble essentiel. Et moi, il me semble que la fin, les derniers moments, d'ailleurs, c'est ce qui m'a été reproché, qui n'encourt pas de reproches dès qu'il fait quelque chose, par des proches amis de Nelson Frère, principalement ceux que je n'avais pas consultés pour écrire ce livre, et qui trouvaient que je donnais trop de détails. Mais voilà, il y a des choses qui sont
essentielle où on touche, c'est pas pour le plaisir de voilà d'être voyeur, mais de toute façon tout écrivain est un peu voyeur. Sinon, bon, bah alors vous passez. Enfin, c'est quand même la mort d'un être humain. Ça réclame un tout petit peu de précision, vous voyez, et puis d'empathie, pour utiliser un mot moderne. Et voilà. Mais lui-même, pendant toute sa vie, n'aimait pas tellement se mettre en lumière. Il n'avait pas un amour inconsidéré vis-à-vis des médias. Oui, et vous avez eu un entretien avec lui que vous relatez dans votre livre qui montre les complexités du personnage. Oui. Alors, Nelson Frère, c'est particulier. Alors, si vous abordez ce domaine-là, il était à la fois, très secret, mais pendant pas mal de temps, ça n'a pas dérangé grand monde qu'il soit secret. Évidemment, quand on est comme Milan Kundera ou Martha Argerich, courtisé par tous les journalistes, évidemment, être secret attire, rechercher l'ombre attire tout d'un coup par une sorte d'esprit de contradiction. Hein. Je t'aime, tu me fuis, tu me suis, je te fuis. Enfin bref, c'est vieux comme mes robes, comme disait l'autre. Mais non, Nelson Frère, au début, il avait une horreur de tout ce qui était médiatique, pas par coquetterie, mais parce qu'il en était incapable. Il était d'une timidité. Il est né mort. Ça a été un enfant mort qui a été par bonheur dans un petit village de 4000 âmes dans le Minas Gerais au Brésil, c'est-à-dire dans les montagnes, village d'ailleurs qui était desservi par aucune route. Il fallait sortir par des chemins de terre. Vous imaginez, pour faire venir un piano droit, ça a été toute une histoire. Mais donc il est né. Il est né là, il est né donc mort, et heureusement que il est né dans une famille de médecins et de pharmaciens, et donc ils ont eu les premiers gestes, dont une bonne tape sur les fesses qui a ranimé subitement les fonctions vitales. Voilà. Alors, je ne vous poserai pas la question, monsieur Officer, mais c'est certain que vous auriez aimé interviewer Molière. Molière était un homme qui aimait se mettre en avant, lui. Mais j'aurais préféré interviewer sa femme. Oui. D'ailleurs, vous savez, c'est comme la différence entre un œnologue et un chimiste. Hein. Si on veut connaître quelqu'un, il vaut mieux quand même s'adresser à son amant ou son amante qu'à son médecin. Mais enfin, c'est ma vision des choses. Mais c'est vrai que j'aurais pris... Mais vous savez, quand on est pendant 5 ans plein, vraiment 5 ans plein, à plus de 10 heures par jour, avec un couple, je veux dire, on était en colocation. Et je veux dire, dans mon roman, je fais dire à un moment donné à Armande qu'elle trouve des lettres, et elle est très surprise parce que donc des lettres de femmes de ces actrices, et elle est surprise parce que les 4 actrices parlent de Molière, et c'est très cohérent. Mais cette cohérence-là n'est pas la sienne, c'est-à-dire elle se trouve face on lui montre un Molière qui n'est pas le sien, et elle se pose la question de savoir est-ce qu'elle s'est construite un Molière à son usage. Voilà, c'est tout. Et en travaillant, je me suis rendu compte, Armande c'est moi, comme disait l'autre, que c'est exactement ce que j'avais fait, c'est-à-dire que je serais incapable de réciter l'œuvre, mais vraiment, j'ai lu les pièces plus de 20 fois chacune ou moins. Et donc je les connais par cœur. Et en même temps, quand j'étais seul évidemment, je le voyais jouer. Et j'avais des crises de rire. J'avais véritablement des crises de rire parce que je le vois, je veux dire. Et on a plein de choses sur lui quand même. Alors, à la fois, sa vie intime est très mal connue. C'est pour ça qu'on peut raconter n'importe quoi. Mais on sait ce que... Il a été très novateur. C'est-à-dire, à l'époque, quand vous aviez 2 personnes qui se parlaient, ils ne se regardaient pas.
vous aviez Andromaque et Pyrrhus, et Andromaque regardait le public, et Pyrrhus, et Molière disait, mais ça n'a pas de sens, il faut jouer comme on vit, et réciter comme on parle. Et c'est ce qu'il a fait, parce que c'est un homme de la Commedia dell'arte. Il a appris son grand modèle, c'est Scaramouche, donc le patron de la Commedia dell'arte, et là, la Commedia dell'arte, vous occupez toute la surface, toute la scène, quoi, hein, de cour au jardin, à vos souhaits. Et le masque. Et il parlait de manière véritablement naturelle. Et ça a très bien marché, sauf quand il a voulu le faire pour la tragédie. Là, ça a été l'échec complet. Alors les gens disaient, c'est parce qu'il jouait mal. On n'en sait rien. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, on ne veut pas jouer un roi comme on joue un bourgeois. Voilà, c'est ça. Alors Molière, évidemment, dans ses comédies, lui pouvait le faire. Et la presse de l'époque est très, très, très enthousiaste, quoi. Ça marche très bien. Oh, qui, selon vous, a découvert en premier le talent de Molière? Madeleine. Parce qu'elle va véritablement, c'est-à-dire que lui, au départ, n'est même pas un acteur. Et d'abord, il devient saltimbanque, puis acteur, puis comédien. Et alors, vous savez qu'il y a une polémique sur est-ce que c'est Molière qui a écrit, est-ce que ce n'est pas Corneille, etc. Oui, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Pas du tout, ça n'a pas de sens. Écoutez, ça a autant de sens que si on dit que les textes de Cavana étaient écrits par François Mauriac. Je veux dire, il y a peu de chance, quoi. Et en fait, on dit aussi... Il y a peu de chance de Gary Ajar. Pardon? Peu de chance que ça soit du style Gary Ajar. Oui. Non, ça n'a pas puis de sens. ces personnes qui donnent cette thèse, c'est des gens qui analysent comme ça. Mais le génie, par définition, échappe à l'analyse. Oui. Le fait que ce soit un génie spontané, comme vous le dites, ça échappe à certains esprits plus universitaires. Mais c'est pas possible. Ben si, c'est possible. La preuve. Bien Shakespeare, sûr. Molière, Jésus-Christ, etc. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Et en plus, je veux dire, les gens ont dit, mais il n'avait pas le temps d'écrire. C'est une œuvre monumentale. C'est pas une œuvre monumentale. Je veux dire, elle fait 1500 pages en quelque chose, en 15 ans, ça fait à peu près 100 pages par an. Pas monumental. Si vous prenez l'œuvre de Balzac, vous avez plus de 20 000 pages, quoi. Donc, et il a vécu autant que Molière, quoi, 51 ans tous les deux. Donc, c'est pas du tout, mais surtout, ça n'a pas beaucoup de sens parce que d'abord, Corneille est un homme pieux. Quand même, c'est un grand catholique. C'est inimaginable qu'il fasse le Tartuffe. En plus, je veux dire que Tartuffe, c'est une guerre pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, je veux dire, il y a des dévots qui demandent sa mort. Que le prêtre non, si véritable, pourquoi est-ce qu'il va se battre comme ça? Il aurait dit, mon cher Pierre Corneille, écoutez, débrouillez-vous, hein, mais c'est pas mes affaires, c'est vous. En plus, il y a... On peut très bien, je vous coupe, on peut très bien être pieux, ou en tout cas croyant, et critiquer les dévots, comme Bernanos était lui-même pensait contre lui-même. Enfin, il était très mauvais catholique. Oui, très mauvais catholique. Non, mais il faut. Non, mais j'adore. Je veux dire, s'il y a quelqu'un que j'adore, déjà évidemment. Oui. Mais non, mais à l'époque, je veux dire, mais Bernanos ne risquait rien. Il ne risquait pas la mort. Là, je veux dire que on brûlait assez vite, quoi. Il a eu 2 chances dans sa vie, Madeleine et ensuite Louis XIV. Voilà. Je pense que Jean-Baptiste Poquelin, sous Molière, malgré Richelieu, ne serait jamais... sous Jean-Baptiste Poquelin, sous Louis XIV, malgré Richelieu, ne serait jamais devenu le Molière que l'on connaît. Alors, il y a toute une discussion là-dessus. Vous avez les moliéristes purs. Ils disent, Molière a écrit 12 chefs-d'œuvre, l'École des femmes, le Misanthrope, le Tartuffe, il y en a une douzaine. Le reste, il l'a fait parce que le roi le lui demandait et ça ne les intéresse pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'est toujours les mêmes 12 pièces que l'on joue. Et il y a un livre formidable, mais qui n'est plus rééditable, de Pierre Brisson, qui était le directeur du Figaro avant la guerre et après la guerre, et qui a fait un livre
formidable sur Molière, mais qui n'est plus éditable parce que en 70 ans, les études moliéristes on sait beaucoup plus de choses qu'ils ne le savaient. Alors lui, il tutoie vraiment Molière. Hein, il déteste la comédie ballet. Il dit ce sont des vers de Mirliton. Il dit comme ça. Hein. Mais en même temps, c'est très excitant. Mais je crois qu'il se trompe complètement. Molière. J'ai intitulé mon introduction « L'homme théâtre ». Il aime tout dans le théâtre. Il aime les maquillages, il aime les décors. C'est la matière du théâtre. C'est pas seulement le texte. D'ailleurs, il était très très malheureux de devoir les publier. Il les a publiés parce que sinon il y aurait eu des éditions pirates, etc. Mais il dit dans plus d'une préface, il dit mais ça n'a pas de sens, il faut le jeu des acteurs. Et il a raison. Si vous écoutez Racine, vous n'avez pas besoin de le voir. Racine, la langue de Racine, c'est superbe. Ça n'a pas besoin d'être théâtralisé. Vous ne pouvez pas imaginer le même plaisir à voir les fourberies de Scapin et uniquement par la lecture, ça n'a pas de sens. Il y a toute autre chose et c'est un homme de théâtre dans l'âme. C'est comme ça que quand Louis XIV l'enjoint en disant je veux une comédie ballet, il le fait vite et il aime ça. Alors qu'on te dit non mais il n'aimait pas ça. Si, il aime ça. La preuve, c'est que ce sont des comédies ballets qui sont très chères à faire parce que c'est des comédies à machine, hein, c'est des choses incroyables. Et il le transporte après sur son propre théâtre, ce qui coûte très cher. Ça lui plaît, tout lui plaît. Et c'est un farceur, c'est-à-dire avant d'être le dramaturge qu'on connaît, c'est un farceur et il aime la farce. Il adore la farce. Et ce que n'a jamais compris Boileau, quand il dit dans ce sac ridicule où Scapin s'enveloppe, je ne reconnais pas pardon. Oui, c'est ça, oui. Je ne reconnais pas l'auteur du Misanthrope, mais si il y a des farces dans toutes les, même dans le Misanthrope, il y a un petit bout de farce, quoi. Il adore ça. Il adore faire rire. C'est ça qui le meut. Et donc, en même temps, c'est vrai que c'est l'auteur du Misanthrope, du Don Juan, qui sont pas vraiment des comédies hilarantes, mais c'est toute la complexité de l'homme. Il aime les deux. Monsieur Bellamy, on a vu qui a découvert donc le talent de Molière, qui a découvert le génie de Frère. Il était petit, je pense. Écoutez, j'y ai pensé parce qu'évidemment, quand on écoute la personne qui est à côté de vous qui parle de son sujet, ça résonne dans le sien, forcément. Et quand vous parliez d'Armand et de Madeleine, ça m'a fait penser aussi que Nelson Frère a été révélé par des femmes, par sa mère. D'abord, c'était elle, la musicienne du couple, c'est elle qui a fait venir le piano dans des circonstances assez rocambolesques. Et ensuite, sa grande sœur, sa sœur aînée, qui faisait du piano, sa mère aurait voulu que tous les enfants en fassent. Seul l'aîné en a fait, et le petit dernier, et l'aîné n'était pas très très doué, n'était pas très concerné, mais n'était pas très intéressé. Mais Nelson avait d'abord une chose incroyable, c'est qu'il avait vraiment une main faite pour le piano, c'est-à-dire un talent inné, et en plus un amour pour alors, je sais qu'il y a eu un livre, mais c'est typique des intellectuels français qui tout d'un coup trouvent pont d'un œuf et comme quoi le talent n'existe pas. Bon, ok, fermez le banc, circulez, il y a plus rien à voir. Oui, c'est ça console. Oui, c'est parce que j'étais pas né là où il faut que bon, je n'ai pas eu les bons parents, les bons professeurs. Sinon, j'aurais écrit l'Iliade et l'Odyssée depuis longtemps. Bon, et là. Donc, il y a eu sa sœur, et lui avait un talent, et le fait de voir sa sœur et d'être amoureux de sa sœur, de ses longs cheveux, le fait qu'il était aussi donc, comme un enfant mort, donc, l'art, le piano, la musique, et qu'il parlait très peu, le langage musical, il sentait que c'était pour lui, c'était pour reprendre la fameuse phrase de Proust que je vais écorcher, c'est le langage entre les âmes, hein, c'est un autre langage, hein, c'est comme l'écrivain, comme l'artiste a une autre vie que la sienne, hein. Il y a la sienne qui est de monsieur, tout le monde, une vie d'ailleurs, sauf exception assez médiocre, hein. Et puis il y a
l'artiste comme nous tous, nous inventons notre vie. Heureusement, parce qu'en ce moment, si on se contentait de la sienne, il n'y aura plus qu'à mettre une balle. Mais alors les artistes ont ce génie de tomber d'élever un autre langage et de faire en sorte que ce soit universel et que nous nous y reconnaissions tous. Mais là, on parle d'un enfant très jeune. Oui, très 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 jeune, quelques années. Et ensuite, il y a eu des problèmes de professeurs, et il y a eu une professeure extraordinaire qui s'appelait Nizé Obino. Pour vous dire, le petit Nelson Frère, les parents ont quitté leur village, parce qu'à un moment donné, il a vu un professeur à 8h15, les parents l'accompagnaient, enfin, c'était incroyable. Le professeur, en une semaine, il a dit, pourtant c'était un monsieur très, très éminent, très respectable, au bout d'une semaine, il dit, bon, ce garçon en sait autant que moi, donc vous imaginez le talent un peu du gamin. Il a dit au père, bon écoutez, de deux choses l'une, soit vous en faites un enfant prodige et à 18 ans ce sera terminé, ou soit vous l'emmenez à Rio de Janeiro, il y a des professeurs, et là vous donnez une éducation musicale solide. Et donc, d'abord c'était de la part de ce professeur-là, c'était quand même très, très avisé, et pour les parents, Nelson Frère, ça a été un rude cas de conscience, parce qu'ils devaient quitter leur village où ils avaient tous leurs amis, toute leur famille. Ça a été très long. Et d'ailleurs, le père a écrit au gamin qui avait juste 7 ou 8 ans, mais pour qu'il puisse la lire plus tard, une très belle lettre pour lui expliquer les choix de ce départ à Rio de Janeiro. Mais le gamin avait un caractère impossible, et il ne voulait aucun professeur, et à un moment donné, ils sont allés voir l'une des grandes professeurs de piano brésilien, l'une des grandes dames du piano brésilien, qui s'appelait Lucia Branco, et qui a dit, je ne sais pas quoi faire de ce gamin. Et tout d'un coup, elle dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Elle téléphone, elle appelle Nizé. Alors Nizé, c'était une femme très farfelue, très excentrique, qui était divorcée. À cette époque-là, c'était dans les années 50, c'était pas courant. Elle fumait, elle avait des parfums capiteux, elle parlait plusieurs langues, et elle avait des chats. Donc pour ainsi dire, une prostituée, quoi, en ce temps-là. Sauf qu'elle avait évidemment un très grand talent pianistique et un génie de pédagogie. Quand elle dit, écoute, j'ai un fou ici, et comme toi aussi tu es folle, je suis sûr que vous allez très bien vous entendre. Elle a dit, j'arrive, pof, elle est arrivée aussitôt, coup de foudre, et lui, il a vu Gena Rowland. Non, comment s'appelle celle qui chante Put the Blame Merci, Rita Hayworth. Il a vu arriver Rita Hayworth tout d'un coup, quand elle, vous savez, dans le film Gilda, quand elle lève subitement sa chevelure rousse dans Gilda, on a tous cette scène extraordinaire. Voilà, c'est ça qu'il a eu. Il a quel âge à l'époque? Il a 8-9 ans. Ah oui, quand même. Oui, à peine. Mais... Et il y a eu une histoire d'amour. C'est pour ça que quand on essaie attention, il faut maintenant on a peur de tout parce qu'il y a eu quelques excès condamnables évidemment. Maintenant, il faut plus donner de cours à un élève, etc. Il y a eu une histoire d'amour profonde, mais immense entre, évidemment, sans débordement. Mais aujourd'hui, un esprit tatillon, il trouverait à redire. Est-ce qu'il n'y a pas emprise? Parce qu'évidemment, vous imaginez que le gosse, à un moment donné, il a 40 de fièvre, il demande sur son lit, il demande à sa mère que Nizé arrive. Nizé traverse toute la ville de Rio. Il y avait déjà beaucoup d'encombrements. Elle se précipite, elle lui met la main sur le front et la fièvre tombe. Alors évidemment, il y a l'esprit sud-américain, la pensée magique, je vous le concède, qui s'y mêle. Mais comme disait l'autre, si la légende est plus belle que la vérité, imprime la légende. La légende. On achète. Alors vous avez dit jusqu'à 18 ans, tout s'arrête, mais il a failli s'arrêter. Pendant un moment, il ne pouvait plus jouer. Oui, à un moment donné, mais alors j'ai donné son thème astral à
à Françoise Hardy, que j'ai la chance de connaître. Moi, je touche un peu à l'astrologie, mais je suis pas très fin astrologue. Et elle a vu que dans son thème astral, il y avait des choses, à la fois un très grand sens de la communication et à la fois quelque chose de très noir, d'une possibilité de dépression. Et à plusieurs fois, 3-4 fois dans sa vie, il faut dire que l'une des fois, c'était quand il n'avait pas du tout de succès, qu'il était tombé amoureux, on peut dire, de Martha Argerich et qu'il a dû rentrer au Brésil. Et là, ça a été tout d'un coup le désert, l'attente, le désert des Tartares. Enfin bon, c'était quelque chose une grande traversée, une grande souffrance morale. Il y a eu un autre moment, c'est quand ses parents sont morts. Et ça, je raconte l'histoire, c'est terrifiant. Il était dans le bus avec ses parents, dans l'autobus, et ses parents voulaient pas en bus, mais lui a insisté, si, parce qu'il y avait une nouvelle route, etc. C'était plus pratique, etc. Puis il avait peur de l'avion, Nelson. Il avait toujours eu peur de l'avion. Donc les parents et Nelson prennent le bus. Le bus tombe dans un nom prédestiné, le viaduc des âmes. Tout le monde meurt, sauf Nelson frère. Comment vous dire là c'est la réalité, c'est plus la légende, c'est la réalité. Comment voulez-vous, quand vous avez 22, 23 ans, que vous avez un génie, sentir que le doigt de Dieu ne s'est pas posé sur votre front à ce moment-là, et que ce doigt de Dieu est à la fois une bénédiction et une malédiction, puisque le poids de la culpabilité sera toujours associé. Ça donne le survivant, quoi. Et voilà. Oui. Alors, est-ce que Molière a eu des passages à vide? Non, pas vraiment, parce qu'on a beaucoup dit qu'il était malade, etc. Et maintenant, il y a des gens comme Forestier qui montrent qu'il n'était pas plus malade que les autres. C'est-à-dire, tout le monde avait des problèmes de Je santé. parlais de passage à vide, je veux dire dans sa carrière. Est-ce qu'il y a eu des moments dans sa carrière, moments où ça n'allait pas? Non, au contraire, parce que pendant la bataille du Tartuffe, qui dure quand même 5 ans, il écrit 9 pièces, beaucoup. Et donc non, il n'avait pas eu de passage à vide. En plus, il montre. Tout joué. Oui, tout joué. Non, toutes les pièces ont été jouées. Il y a les 2 premières où on doute, on ne sait pas vraiment. Donc la jeune Julie Barbouillet, le médecin volant, très probablement c'est de lui, et il aurait joué parce qu'il joue beaucoup en province. C'est-à-dire, là aussi, on dit mais comment est-ce qu'il apprend tout ça? Mais il a passé 13 ans en province puisqu'il monte avec Madeleine, il monte l'Illustre Théâtre. Ça marche bien, mais au bout d'1 an et demi, ils font faillite. Et Molière, d'ailleurs, est enfermé en prison, mais son père va le délivrer en payant les cautions et en l'aidant financièrement. Et Paris, c'est fini, et ils partent. Ils vont rejoindre la troupe du duc d'Épernon, et ils vont passer presque 13 ans en province, un peu partout. Et Molière, et je pense que pendant ce temps-là, Molière, comme font les peintres, il a ses carnets de croquis, quoi. Il écrit des scènes, des tas de choses. C'est un esprit qui est très fécond. Et donc, il y a des tas de scènes que je crois réelles où il essaye de jouer la comédie. Il y a des témoignages aussi où l'un des journalistes dit les voleurs ne vont pas sans leurs mains, Molière ne va pas sans ses oreilles. Et il est sûr qu'il s'installe quelque part pour voir et pour faire des scènes. Et c'est très drôle parce qu'on a de véritables témoignages où après les précieuses ridicules, il y a des gens qui viennent et qui disent « Moi, j'ai une histoire à vous raconter » et qui s'identifient aux précieux.
C'est-à-dire, non seulement ils ne sont pas fâchés contre lui, mais il dit, mais je vais vous raconter quelque chose, et ils allaient revoir la pièce le lendemain pour voir si l'anecdote qu'ils avaient racontée, le vers ou le demi-vers ou le mot, Molière les avait repris. Et là, on a des témoignages. C'est-à-dire que les gens voulaient absolument, et l'invitaient aussi, l'invitaient parce que c'est un esprit qui, etc., etc. Non, il a eu une vie très active, il est mort quand même assez jeune, pas d'épuisement, je ne crois pas, je crois qu'il y a eu une rupture d'anévrisme, il y a eu quelque chose comme ça, parce que, je veux dire, un an avant, il jouait encore les Faubourgs de Scapin, qui est l'un des rôles les plus épuisants qui soit. Vraiment, il court tout le temps, etc. Donc, je crois qu'il a eu une vie normale très remplie. Et aussi, quand on dit, par exemple, on ne le voit pas écrire, mais c'est un écrivain de plateau. Parce qu'il corrigeait en même temps. Quand il fait ses comédies musicales, il faut voir avec lui, il faut que ça marche à la fois avec la musique et avec les danses. Donc il y a Bontemps qui dit non, mais moi je dois faire mon ballet, il est comme ça. Donc Molière revoit les choses, recorrige. Alors on dit il n'y a pas de manuscrit, mais il n'y avait pas de manuscrit à l'époque. C'est-à-dire ça c'est quelque chose qui va commencer à la fin du 19e siècle. Des gens normaux comme vous et moi. Je veux dire, est-ce qu'on garde nos brouillons quand on fait quelque chose, après on jette, ça n'a pas d'intérêt. Alors on dit oui, mais on n'a pas trouvé de manuscrit quand on fait l'inventaire après décès. Mais évidemment, quand on fait l'inventaire après décès, c'est pour l'héritage. Or, un manuscrit ne vaut rien. Donc même s'il y a 50 manuscrits dans une armoire, personne ne va en parler. Je veux dire, c'est comme nous, nos notes de blanchisseurs, enfin, je sais pas quoi. Je veux dire, personne ne s'intéresse à ça. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas ça. Et d'ailleurs, on n'a pas plus de Racine, sauf qu'on a plus de traces de Racine parce que son fils, qui idolâtrait son père, a essayé de retrouver, il a retrouvé 200 lettres. Selon Forestier, il y en aurait 20 000, je ne sais pas comment il arrive à ce chiffre, mais enfin, c'est sa responsabilité. Donc, il a une vie tout à fait normale. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. C'est quelqu'un qui a vécu tout à fait normalement et qui, au départ, il a du talent, mais ce talent, il va le faire fructifier et il arrivera à des pièces qui sont... Mais ce n'est pas alors, en plus, ce n'est pas une carrière d'écrivain. Pourquoi il écrit? C'est quand il est en province. Il y a plus d'une vingtaine de troupes en province et qui se succèdent. Et parfois, on se retrouve avec 3 troupes dans le même bled et ils ont le même programme, ils ont le même, puisque tout ça, je vous dis, une fois que c'est édité, c'est dans le domaine public, donc tout le monde joue Rotrou, tout le monde joue Corneille, tout le monde joue des pièces qui sont... Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir de l'exclusivité. Mais qui va donner l'exclusivité à une troupe provinciale? Personne, évidemment. Donc, à ce moment-là, Molière essaye, et il fait des petites comédies, et ça marche. Et puis, il continue, et puis, il prend goût, et il devient l'écrivain. Mais en même temps, il ne devient écrivain pas pour écrire une œuvre, comme le fait Racine ou d'autres. Non, c'est vraiment, il faut nourrir, il faut que, il a quand même sur ses épaules une vingtaine de comédiens, il faut les nourrir, il faut que ça marche, etc. C'est un entrepreneur de spectacle. Et c'est ce que je vous dis, ça l'a passionné, il s'est passionné à ça. C'est pas une punition pour lui. Il aime ça. Et c'est vrai que Madeleine va vraiment beaucoup l'aider. Et tout en restant une grande actrice, elle va le soulager pour plein de choses. Quelles sont, M. Bellamy, les plus grandes tournées de Nelson Frère, l'apothéose de son talent? Moi, quand on entend les vieux enregistrements, d'ailleurs, lui, Nelson Frère était très... Les nouveaux enregistrements, il l'intéressait pas beaucoup. Il le faisait. D'ailleurs, il laissait ça à son ingénieur du son. Et puis voilà, il n'écoutait pas les disques. Je pense qu'il n'écoutait même pas le montage. Mais en revanche, l'enregistrement où il était jeune, notamment certaines pièces de virtuosité qu'il ne pouvait plus jouer parce qu'avec l'âge, évidemment, la dextérité s'émousse un peu, même s'il a gardé des moyens tout à fait fabuleux. Enfin, quand même, il y a certaines pièces de pure virtuosité qui sont réservées un peu à la jeunesse. À ça, il était très... Comme on regarde une photo sépia, une photo comme on se voit jeune sur la plage d'Ipanema, voilà. Quand on est devenu un monsieur mûr et respecté.
Mais non, c'est ça. Enfin, il y a les grandes tournées, je sais pas, mais les grands enregistrements, si, il y a beaucoup mais presque chaque enregistrement, parce qu'il y a très peu de déchets. Il y a pratiquement pas, pour certains artistes. Mais d'ailleurs, il y a deux sortes d'artistes. Il y a les artistes intégrales, du type Daniel Barenboim, qui va vous faire les 32 sonates de Beethoven. Enfin, et il y a d'autres artistes qui sont plus inquiets de nature, comme ça, et qui sont amoureux d'une œuvre, mais pas forcément, évidemment, qu'ils connaissent les autres œuvres, mais ils ne veulent jouer en public que les œuvres avec lesquelles ils ont un rapport intime, profond. Et c'était le cas de Nelson Fraser. Donc à chaque fois qu'il jouait, alors évidemment à part moment de track spécial, mais à chaque fois qu'il jouait ou à chaque fois qu'il enregistrait, c'était toujours un moment exceptionnel. Ce qu'il y avait de fascinant aussi, c'est moi je l'ai entendu jouer au Brésil. Donc quelquefois il avait donné des tournées dans des tout petits villages au Brésil, parce qu'il voulait ne plus se contenter, vous savez, comme les grands artistes, de faire toutes les grandes capitales. Et puis les villages, souvent c'est pour les jeunes qui sont en quête de notoriété, qui font toutes les... Et puis dès qu'on a atteint un certain âge, on ne va plus que dans les Vienne, Berlin, Londres, Paris, etc. Et lui, il a voulu aller à la rencontre du public qui n'était pas un public de mélomanes ni de critiques, mais qui était un public populaire, pour leur faire entendre la beauté de Mozart, de Beethoven, et de toute cette musique qui était chère à son cœur. Et là, quand je l'ai entendu dans des petits villages, il était dans un état pas du tout, comme une boule de feu. Et d'ailleurs, je me suis souvent demandé, est-ce que c'était parce que tout d'un coup il était dans son propre pays, donc il retrouvait son exubérance originale, alors que quand il jouait à Vienne, vous savez, quand on est brésilien et quand on va à Vienne, on a 2 fois plus peur d'être jugé que n'importe qui, ou à Paris. Donc il avait comme ça la peur d'être décrété comme une sorte de sauvage qui joue sur des bambous, même si vous êtes sur un Steinway. C'est des choses qui traversent la tête comme ça, alors que dans son pays, il retrouvait une sorte de feu, ou s'il avait à cœur justement de faire partager cette musique, pour montrer que c'était aussi essentiel qu'un chant populaire, à ce public qui souvent découvrait les grandes œuvres classiques. Alors, est-ce que dans l'après-Molière, il y a une période où son œuvre a été, sinon oubliée, en tout cas moins estimée? Je vous rappelle de quelques vers du Musset. J'étais seul l'autre soir au Théâtre Français, ou presque seul. L'auteur n'avait pas grand succès, ce n'était que Molière. Exactement. Oui. Alors écoutez, j'ai demandé à un spécialiste de Molière qui a publié un livre formidablement intéressant, le seul livre intéressant qui est paru pour l'année Molière, selon moi. Ça s'appelle la fabrication d'une gloire nationale. C'est ça, Molière, la fabrication d'une gloire nationale. Et j'ai découvert ce bouquin. Il y avait une série d'émissions sur France Inter sur Molière. Il y avait tous les spécialistes. J'ai pas appris. En principe, je devrais participer. Puis il y a eu quelque chose. Bon, en principe, j'avais pas appris grand-chose quand même. Non, mais heureusement, parce que sinon. Mais quand lui a commencé à prendre la parole, j'ai écouté, parce que là, j'ai beaucoup appris. C'est-à-dire qu'il a montré Molière après Molière. Qu'est-ce qu'on joue au XVIIIe? Qu'est-ce qu'on joue au début du siècle des Lumières? Qu'est-ce qu'on joue au moment de la Révolution française? Qu'est-ce qu'on joue sous Napoléon? Qu'est-ce qu'on joue jusqu'à des choses très intéressantes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on joue aux colonies? Et puis, qu'est-ce que les colonisés vont jouer? Et c'est comme ça que j'ai appris que la première pièce traduite en vietnamien, c'est une pièce de Molière. Et donc, je suis toujours pas rencontré, mais donc on a correspondu, parce qu'en fait, il y a eu pas un numéro spécial, mais il y a eu un dossier dans l'histoire, et lui a fait
un dossier global. Enfin, et moi, j'ai fait la querelle dont je voudrais vous parler, d'ailleurs, la querelle de l'école des femmes, parce que c'était un moment important dans la vie de Molière. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Et donc, lui m'a envoyé son bouquin, moi, je lui ai envoyé Armande, parce que je suis pas. Et puis, quand je l'ai lu, je lui ai demandé de faire un chapitre sur parce que ou bien je l'ai tout pompé, quoi. C'est pas possible. Et donc j'ai demandé si lui pouvait le faire et le rémunérer, évidemment. Et il a fait un chapitre que je trouve tout à fait intéressant parce que effectivement, et c'est voir quelles sont les pièces qu'on joue. Qu'est-ce qu'on joue sous l'occupation, par exemple. Vous savez, il y a plein de choses comme ça. Pas le Tartuffe. Et donc c'est plutôt des choses comme l'avare, etc. C'est-à-dire des choses sur lesquelles Où on peut retrouver les juifs, l'avare, non? Non, ça, il n'en parle pas. Non, c'était pas ça. Non, c'est simplement, je veux dire, le Tartuffe et Don Juan, c'est compliqué pendant l'occupation. Donc, non, c'est pas ça. C'est voir les pièces qui peuvent être les plus amusantes et donc les plus faciles aussi, comme l'avare précisément, ou le médecin malgré lui, des choses comme ça, quoi. Et donc voilà. Donc ce dont je voulais vous parler, qui me semble intéressant, c'était justement et c'est ce que j'avais fait pour l'histoire, la querelle de l'école des femmes. Molière donc écrit l'école des femmes. Il est conspué pas par les dévots, par les confrères. Comme disait Mauriac, on ne se déchire bien qu'en famille. Qui va l'attaquer? Les frères Corneille. Et la troupe concurrente, l'hôtel de Bourgogne. Et donc ça fait scandale, et comme ça fait scandale, les gens vont voir, et donc ça marche bien. Et ça marche bien, et puis après, voilà, la saison est terminée, on arrête. Ça n'arrange pas Molière. Lui, il était content de ce scandale. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va inventer quelque chose de génial. Il écrit une pièce qu'on lit peu, et c'est pour ça que j'ai fait une seule notice sur l'affaire. Tout ce dont vous parlez, on le retrouve dans ce livre de Molière. Hein. Absolument, absolument. C'est une notice qui montre justement la manière dont Molière travaillait. Quand je dis que c'est informant, c'était ça. C'est-à-dire qu'il fait une pièce dans laquelle il met en scène ses propres ennemis et il joue lui-même un marquis complètement imbécile. Et donc, ce sont des gens, ça se passe dans un salon, et il y a des gens qui disent c'est une pièce formidable. Comment formidable? C'est une pièce honteuse, c'est pas possible. Et d'ailleurs, Molière est quelqu'un de détestable, etc. Et le pire ennemi de Molière est évidemment joué par Molière lui-même, quoi. Hein. Il n'allait pas rater ça. Et c'est formidable parce que fait la troupe concurrente, l'hôtel de Bourgogne? Ils font la critique de l'école des femmes. Donc ils tombent dans le piège, ce qui donne la possibilité à Molière d'écrire l'impromptu de Versailles. Si vous ne l'avez pas lu, précipitez-vous. C'est une pièce tout à fait étonnante. C'est une pièce où toute la troupe joue son propre rôle. C'est Molière qui discute qui engueule ses comédiens, qu'il appelle par leur nom. Hein. Mademoiselle Molière, Monsieur la Torillière, non, sauf Monsieur la Torillière, parce que lui joue un rôle. Et il prend tous ses acteurs, Madame du Parc, etc. Et il dit, mais vous connaissez pas vos rôles, c'est pas possible, etc. Et c'est une pièce formidable. Et elle se termine évidemment parce que Molière est affolé, parce qu'ils ne peuvent pas jouer devant le roi. Et il y a quelqu'un qui vient et qui dit, mais le roi sait que vous avez beaucoup de difficultés. Il postpose la pièce. La représentation. Donc on a cette idée de génie, c'est-à-dire qu'il joue son propre rôle et en même temps il écharpe, il imite des gens, des acteurs de l'hôtel de Bourgogne, etc. L'hôtel de Bourgogne est furieux et donc ils font l'impromptu de Condé. Et donc, à partir de cela, pendant 2 ans, on ne parle que de cette pièce parce qu'elle continue à être scandaleuse. Et ça se termine comment? Le Grand Condé invite les deux troupes à un tournoi et chacun va jouer sa pièce. Et c'est toute une nuit. Mais c'est quoi ça?
C'est un festival Molière, évidemment. C'est-à-dire qu'il a tout trouvé. Il sait comment faire. Quand je dis c'est un formant, c'est un vrai formant. Et c'est formidable parce que c'est drôle tout le temps, quoi. Et alors c'est dommage parce que il faut pas séparer les pièces. C'est-à-dire que moi je les ai mises ensemble en racontant l'histoire et en montrant évidemment la réception, la presse qui s'en empare. Et puis il y a énormément de gens qui se sont amusés à faire des fausses pièces et qui ont été jouées ou pas. On ne sait pas très bien. Mais donc autour de l'école des femmes, je veux dire, c'est un feu d'artifice pendant 2 ans. Et ça c'est vraiment lui, quoi. Je ne vais pas raconter tout, parce que sinon on en a pour 20 heures. Non, juste une question. Est-ce que vous avez l'impression, à l'époque à laquelle on vit, où tout est réécrit, où tout est sujet de déconstruction, de critique, Molière, finalement, même dans des pièces avec les précieuses ridicules, les femmes savantes, etc., est relativement épargné? Oui, c'est étonnant. C'est étonnant, hein? Mais taisez-vous. Comment? Non, mais il est relatif. Alors que on interdit Blanche-Neige parce que le baiser n'est pas consenti. Ah non, attendez, pas Blanche-Neige. Privilégié Neige. Oui, privilégié. Attention. Oui, on peut trouver, enfin, mon sentiment, je m'attendais au pire sur Molière, que pour le moment, il est relativement épargné par les nouveaux censeurs ou les nouvelles censeristes. Oui, je sais, c'est étonnant. Mais... Touchons du bois. Non, elles sont peut-être pas très cultivées. Voilà. Elles se sont arrêtées au 19e siècle. Puisqu'on est dans le même registre et qu'on parle de l'époque et du regard de l'époque sur des œuvres intemporelles, vous l'avez dit, Frère allait jouer devant des publics plus habitués à taper sur des cases en bambou qu'à écouter du Wagner. Eh ben, tout est compatible. Ah oui, bien sûr. Mais il y a une anecdote mais Nelson Frère, enfin vraiment, c'était quelqu'un qui avait un cœur d'une très grande pureté, une vie comme ça avec évidemment des zones d'ombre, des choses, mais son cœur était très pur. Et il me racontait des choses, parfois il lui arrivait des choses, notamment une fois il était dans sa maison et il se jouait pour lui-même, pour se dégourdir les doigts, le mouvement lent d'une sonate de Mozart. Et à un moment donné, il y a un ouvrier, son regard, il y avait des gens qui faisaient des travaux dans sa maison, et à un moment donné, il voit un type comme ça en t-shirt et en short qui était le visage en larmes. Alors, tout d'un coup, il s'arrête, il va près de lui, il demande qu'est-ce qui se passe. Il se demande s'il s'était pas blessé, s'il venait pas d'apprendre une nouvelle tragique. Et l'autre lui dit non, mais c'est tellement beau. C'est Pretty Woman. C'est ce qu'on voit dans Pretty Woman, qu'il atteste. Le rapprochement avec Hollywood est un peu. Je vous le laisse. Mais les gens qui pleurent devant des œuvres émouvantes montrent une certaine sensibilité. Oui. C'est tout ce que je sais. C'est vrai que Louis XIV pleurait souvent. Il dansait aussi. Il pleurait souvent. Oui, on n'imagine pas. Hein. Non. Je crois qu'à la à la fin, il pleurait ou au début? C'est parce que non, on pleure plus souvent qu'on vieillit. Je crois qu'il y avait un côté gros sentimental, quoi. À la fin, c'est la Maintenon qui faisait pleurer. Madame de Maintenon, comme on disait. Mesdames, Messieurs, il nous reste 5 petites minutes. Si quelqu'un veut poser une question, ça sera avec plaisir que je lui tendrai le micro. On ne peut pas trop déborder par correction vis-à-vis des suivants. Quelqu'un veut poser une question? Pas tous à la fois. Vous vous levez pour partir ou pour poser une question? Pour partir. Bon. Quelqu'un veut poser une question? Non. Ben donc, c'était un peu... Faire un compliment aussi. Éventuellement. On a réussi quand même à lier les deux livres. Alors oui, justement, comment aborder votre livre? Écoutez, j'ai vraiment voulu... je fais, avant la préface, je fais une note d'intention. Enfin, non, pardon, pas une note d'intention, une note liminaire, dans laquelle j'explique que aujourd'hui, quand on publie une œuvre complète, on fait énormément un appareil critique très lourd,
très très lourd. Or, Molière fait dire à Cléante qu'il trouve qu'un sot savant est plus sot qu'un sot ignorant. Ça, c'est dans Les femmes savantes. Et je me dis, mais ce n'est pas possible pour Molière de faire une édition académique. Laissons ça à la philosophie allemande, quoi. Je veux dire, c'est incompatible. C'est incompatible parce qu'il se moque tout le temps des snobs, etc. Et donc, je me suis dit, je vais raconter, et je raconte, c'est-à-dire que je m'adresse au public, comme vous l'aurez remarqué, Molière à ce moment-là, etc. C'est-à-dire que j'ai voulu que ce soit comme une conversation que l'on pourrait avoir entre nous maintenant. Vous me dites, voilà, on a le temps jusqu'à 3 heures du matin, eh bien parfait, je vais vous raconter. Non, on n'a pas jusqu'à 3 heures du matin. Alors Paul Constant m'a menti. Paul Constant, moi je pensais qu'on était là jusqu'à 3 heures du matin, et vous auriez eu... Non, mais j'ai voulu raconter, parce que à travers ces notices, je vous dis, c'est comme un feuilleton, on a à la fois la vie de Molière, et malheureusement on n'a pas sa femme, parce que là, je ne pouvais pas introduire des choses intimes, mais on voit comment vit une troupe à l'époque au moment du XVIIe siècle, et c'est quand même, d'abord c'est passionnant, et c'est quand même la troupe de théâtre français la plus importante et la plus célèbre. Donc il y a plein de choses qui sont à raconter et qu'on ne voit pas beaucoup, parce que généralement les académiens sont beaucoup plus sérieux que moi, pour le dire en 2 mots. Mais il y a des choses formidables. Il y a dans une pièce, par exemple, c'est la princesse d'Élide. À un moment donné, Molière joue le rôle de Moron, et il y a 2 femmes qui arrivent, et il dit, elles sont gaillardes. Bon, c'est drôle, mais pas tellement. Sauf que quand on sait qui a joué la pièce, c'est 2 hommes, c'est 2 nobles qui ont joué la pièce. Donc, comme Molière les accueille, et on sait évidemment que ce sont des nobles, puisqu'ils sont connus, je veux dire, sont des travestis. Donc, du coup, ça prend autre chose, quoi. Donc, si on raconte la manière dont les choses se passaient, la manière dont lui a réagi, la manière dont d'autres personnes ont réagi, il y a plein de documents de l'époque que je raconte et qui sont extraordinairement drôles. Et je ne sais pas pourquoi on ne le raconte pas généralement. D'abord parce que quand on sépare les pièces aussi, comme ce que je vous ai dit pour l'école des femmes, même dans la Pléiade, j'ai trouvé que c'était dommage, parce que le reste, comme ça n'a pas été publié du temps de Molière, ils ont fait une édition, non pas dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre chronologique de l'édition. Bon, ça peut être intéressant, sauf que comme Molière n'a pas voulu publier toutes ses pièces, il y a au moins un tiers de pièces que Molière n'a pas voulu publier, qu'on va avoir plus tard, et puis encore des pièces qu'on retrouve au XVIIIe siècle. Donc l'ordre ne suit pas la vie, et donc je trouve que c'est plus intéressant de les mettre dans l'ordre chronologique et de raconter comment les choses sont passées. Je me suis beaucoup amusé à le faire, je vous dis très franchement. Donc, je me suis payé là-dessus, c'est bien. Voilà, ça a été véritablement, quand je dis que j'ai vécu en colocation avec le couple, c'est vrai. Et voilà. Rappelez-nous, Monsieur Versailles, le titre du livre précédent dont vous avez parlé au début. Armande ou le chagrin de Molière. C'est un roman, voilà. Mais c'est véritablement un jeu. Alors, je l'ai envoyé à une amie, parce que c'est une très bonne lectrice, mais sans dire que c'était moi. J'avais mis, je crois, Jacqueline Durand ou je sais pas quoi. Et la réception a été très bonne. Et quand je lui ai dit, mais finalement c'est moi qui l'ai écrit, elle me dit, je te crois pas. Je jure que c'est... Et donc, non, ça m'a intéressé parce que c'est un peu compliqué, surtout en ce moment. Vous savez, l'appropriation culturelle, donc un homme qui se met à la place d'une femme, enfin, si le bouquin avait un très grand succès, j'étais mort, quoi. Pour l'instant, c'est un succès normal, donc ça va encore. Mais ça a été passionnant d'essayer de comprendre Molière, mais à travers... Donc toute la subjectivité qu'un être peut avoir, ici sa femme, qui essaye de comprendre à la fois ce qu'elle a vécu, mais en même temps, est-ce qu'elle a bien compris Molière? Donc à chaque fois, qu'est-ce qui fait qu'elle a raté certains rôles et qu'elle ne comprend pas? Et puis elle revient là-dessus, elle ne comprend rien à Molière à Tartuffe, parce qu'à l'époque, elle est folle amoureuse du comte de Guiche, et elle ne comprend
Tartuffe que bien plus tard, après la mort de Molière, parce que un ex-amant à elle va jouer Tartuffe, et joue Tartuffe d'une façon totalement différente de la manière dont Molière le jouait. Et donc, elle commence à réfléchir là-dessus. Donc, il y a plein de réflexions sur Molière, mais totalement subjectives, c'est-à-dire pas du tout par un érudit. Donc, j'ai pas voulu faire d'érudition, au contraire, mais essayer de voir comment ça pouvait être reçu par la personne la plus proche de Molière. Paul Constant vient d'appeler, on a dépassé 3 heures du matin. Il faut donc s'arrêter. Ça passe vite quand même, non? Vous trouvez pas? Monsieur André Versailles vous a présenté tout Molière, aux éditions Bouquin.